Bonjour, bienvenue dans notre deuxième webconférence Associatech. Je suis Martine Gendre, responsable du site associatech.fr, un centre de ressources dédié aux associations géré par le Crédit Mutuel. Cette base de connaissances associatives fait le tour de tous les sujets de gestion au quotidien des associations. Et nous avons souhaité cette base fiable, pratique, utile aux associations et évidemment mise à jour. Et donc pour cette mise à jour continue, nous nous sommes appuyés sur les meilleurs experts sur chacun des sujets. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir 3 de nos experts et je souhaite la bienvenue et je remercie chaleureusement ces 3 expertes qui sont Brigitte, Evelyne et Mathilde, qui ont gentiment accepté de répondre aux questions des associations et de se rendre disponibles aujourd'hui. Donc merci à toutes les 3. Merci beaucoup, Martine. Merci à toi, Martine, et merci à vous tous d'être présents autour de nous pour cette webconférence numéro 2 d'Associatech pour répondre aux questions essentielles que vous posez les internautes et les décideurs associatifs dans le cas de cette crise du Covid-19 qui bouleverse la marche du monde et qui bouleverse évidemment nos activités au quotidien. Alors, c'est un peu la marque de fabrique d'Associatech. Associatech est très en phase avec les réalités de terrain. Martine l'a rappelé tout à l'instant, les infos sont mises à jour, elles sont pratiques, elles sont très en lien avec les besoins des uns et des autres. Et le site Associatech est en interaction, recueille des questions dans le cadre de sa page contact. Et aujourd'hui, la majorité des questions que les internautes se sont posées tournent autour de 3 pôles qu'on va aborder aujourd'hui avec nos 3 intervenants. Il va évidemment être question des dernières avancées législatives et réglementaires dans le cadre de ce déconfinement, avec un retour à une forme d'activité normale. J'aurai avec moi Brigitte Clavagnier, qui est docteur en droit, spécialiste des associations. On va également évoquer la situation de la communication en temps de crise, en temps de déconfinement. Que raconte-t-on, que dit-on à nos parties prenantes? On va évoquer tout cela avec Evelyne Jardin, qui est à mes côtés, qui est spécialiste des enjeux de communication en association. Et puis Mathilde Cuchet-Chausseler est là également. Elle travaille au comité de la charte du don en confiance. Elle va nous parler un petit peu de cet enjeu de collecte, alors que cette crise associative génère, on va le voir, elle va nous en parler, un certain nombre de tentatives de collecte un petit peu frauduleuses. On va l'évoquer tout de suite, mais je me tourne maintenant je me tourne vers Brigitte Clavagnier. Alors Brigitte, je donne les grands éléments de votre parcours et vous me dites si je suis OK. Brigitte, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocat fiscaliste et spécialisé depuis plus de 30 ans dans le droit et la fiscalité des organismes sans but lucratif. Vous êtes directeur scientifique de la revue Juris Association. Vous êtes auteur de multiples articles ou ouvrages consacrés à la fiscalité des associations ou aux relations avec les collectivités publiques. Vous siégez en qualité de personne qualifiée auprès du Haut Conseil à la vie associative. Et enfin, vous êtes cofondatrice du cabinet Alcia Conseil, dont vous dirigez le département droit des associations. Un joli CV, hein. Bravo Brigitte. J'ai tout bon? Oui, 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 Bon, oui, tout à très bien, fait. très bien. Alors Brigitte, on va voir aujourd'hui ensemble qu'il y a une espèce de, alors je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'inflation législative et réglementaire. En tout cas, la crise a généré la production de beaucoup de textes voilà, auprès de nos 2 assemblées, hein, au niveau du Parlement. Quelles sont les actualités législatives un peu notables qui peuvent intéresser nos responsables associatifs? Alors, les textes évoluent en fonction de l'évolution du Covid-19, en fonction de la connaissance également que l'on a de ces maladies et le déconfinement, après cette période de confinement de 2 mois, le déconfinement est également l'occasion pour le législateur d'intervenir, car on s'aperçoit que déconfiner est encore beaucoup plus compliqué que confiner les gens chez eux. Déconfiner, ça signifie qu'il va falloir revenir à une activité économique, mais tout en protégeant les personnes. Et parmi les textes notables que l'on peut citer dans ce cadre du déconfinement,
on peut citer une évolution de la responsabilité pénale. Alors, au début, c'était des maires qui s'inquiétaient pour l'ouverture des écoles qui étaient programmées, mais une évolution qui va concerner également tout décideur, tout responsable, et notamment tout président d'association qui emploie du personnel salarié, qui accueille du public et qui doit veiller autant que possible à mettre en place des dispositifs propres à éviter une contamination des personnes qui fréquentent l'association. Et donc, ça crée des obligations particulières et on verra en revanche qu'on a guère assoupli la responsabilité pénale des décideurs en charge de cette responsabilité. Alors, c'est vrai que du coup, le déconfinement, ça implique une reprise des activités. Donc, vous avez évoqué l'accueil du public. Alors, il y a des associations qui sont employeuses, qui ouvrent leurs portes à nouveau à leurs collaborateurs, à leurs salariés, et puis qui accueillent du public, des bénéficiaires et peut-être aussi des bénévoles. Peut-être qu'on peut égrener un petit peu les types de public et savoir quelles sont les responsabilités là particulières des associations au regard de tout ça. Est-ce que, par exemple, une association employeur a les mêmes obligations, a les mêmes responsabilités que n'importe quel autre employeur, si on parle des salariés? Totalement. Bien évidemment, il appartient à tout employeur, même si c'est un président bénévole d'association, de veiller autant que possible à la sécurité des salariés. Alors, veiller à la sécurité des salariés au cours de cette période implique de rappeler les gestes de distanciation sociale, un terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui signifie qu'on doit garder ses distances. Ça signifie également que lorsque l'on a des locaux exigus où plusieurs personnes vont partager le même bureau, eh bien, que l'on mette en place autant que possible eh bien, des dispositifs permettant de protéger les salariés, notamment par des plexiglas, pour permettre d'éviter que des gouttelettes, parce qu'on ne parle plus de postillons maintenant, que des gouttelettes ne viennent contaminer son voisin du bureau d'en face. À défaut, c'est le port du masque et là aussi, on doit veiller à mettre à disposition des salariés un masque et ce masque doit être soit lavable mais réutilisable, soit à usage unique, ce qui signifie au moins 2 masques par jour. Ça signifie également que l'on doit mettre à disposition des salariés du gel hydroalcoolique pour qu'ils puissent se laver les mains très régulièrement. Et puis, c'est également prendre un minimum de réflexes et mettre à disposition les moyens de nettoyage et de désinfection des poignées de porte, des robinets, des boutons d'ascenseur, etc., etc. Et le Parlement a adopté un texte qui, à l'origine, visait à assouplir les dispositions du code pénal concernant les délits non intentionnels. Et pour ces délits non intentionnels, eh bien, il a été ajouté pour l'appréciation de cette infraction qui consiste à mettre en danger, en danger grave les personnes du fait d'une méconnaissance et du non-respect d'une réglementation. Eh bien, le Parlement vient d'ajouter compte tenu des connaissances actuelles. Parce qu'il est bien évident que ce que l'on reproche, par exemple, aujourd'hui, au vu des connaissances acquises depuis plus de 2 mois, ne sont pas les mêmes choses et les mêmes faits que ce que l'on pouvait reprocher au mois de janvier ou février, alors que la connaissance de l'épidémiologie était relativement succincte. Donc, il est demandé au juge de bien tenir compte de l'état des connaissances et également de l'état des moyens dont on dispose. On ne pouvait pas, par exemple, reprocher à un employeur de ne pas avoir mis
de masques à disposition de son personnel quand les masques étaient introuvables et réservés au seul personnel soignant. En revanche, désormais, les masques sont trouvables. Donc, ça signifie qu'on va apprécier plus sévèrement l'absence de mise à disposition de masques maintenant que l'on en trouve assez facilement, que les pouvoirs publics en distribuent également de façon assez généralisée, alors qu'il y a 2 mois, ça n'aurait pas été le cas. Mmh. Donc, Merci Brigitte. c'est Donc, une appréciation très concrète de cette responsabilité pénale, compte tenu des connaissances, compte tenu des moyens acquis à ce jour. merci Brigitte. Alors, ces obligations-là à l'égard des salariés pour les associations employeurs, est-ce qu'elles s'appliquent également lorsque une association accueille du public ou lorsqu'elle interagit avec des parties prenantes bénévoles, par exemple? Tout à fait. C'est pas propre aux relations employeur-salarié, mais c'est propre à tout responsable, tout dirigeant d'une organisation en lien avec du public qui reçoit qui reçoit des bénévoles ou qui s'appuie sur l'action des bénévoles, qui reçoit du public, qui organise une activité, et notamment dans les écoles. Mmh. Les enseignants, tout autant que les directeurs d'école et tout autant que les communes, les départements ou les régions pour les différents niveaux d'enseignement, ont des obligations à cet égard et doivent veiller, bien évidemment. Alors, c'est une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais doivent veiller à faire respecter les consignes de sécurité, les règles de distanciation sociale que l'on voit très régulièrement passer à la télévision. Mmh. Tous les messages de télévision, ça s'applique à tous les comportements, dans toutes les situations, à toutes les personnes. Par ailleurs, il y a des branches professionnelles qui ont également édité des guides de bonnes pratiques adaptés à la situation propre de la profession pour donner précisément des consignes en matière d'hygiène et de sécurité, des consignes adaptées aux circonstances et aux besoins de la profession. Donc, les personnes peuvent à cet égard se reporter sur les sites du gouvernement et notamment du ministère du Travail où il y a des cliquets qui permettent par branche d'activité d'adapter les règles d'hygiène et de sécurité communes spécifiques à une branche d'activité. Donc, et je conseille également, puisque c'est une responsabilité, le cas échéant, qui va s'apprécier au regard des moyens mis en œuvre pour protéger les salariés, je conseille en tant qu'avocat à chaque structure qui accueille des salariés ou des usagers ou des bénévoles de mettre en place une charte, un règlement sanitaire propre à l'entreprise où toutes ces consignes sont rappelées et diffusées aux salariés. Alors, je sais que par exemple, nous l'avons fait dans notre cabinet et le dimanche 10 mai, des mails sont partis à l'ensemble des salariés rappelant toutes les consignes de sécurité pour le lundi matin et notamment, ça commence par le bouton d'ascenseur et on passe les mains au gel hydroalcoolique avant, après, on se tourne le dos dans l'ascenseur si on est à plusieurs. C'est très bien pour les relations sociales, tout cela. Mais voilà, ça fait partie des dispositifs que je conseille vivement de mettre en place pour montrer que l'employeur et que le dirigeant d'association a pris les choses en main, il a réfléchi et a mis en place des mesures sanitaires de protection. D'accord. Voilà. Merci Brigitte, merci beaucoup pour ces rappels. Donc, ça faisait partie de mes interrogations. Alors, où trouver la bonne information? Vous dites que secteur par secteur, branche par branche, il existe des guides que l'on peut retrouver sur les sites du gouvernement.
Tout à fait. Et Alors, on peut également on retrouver les quelques trouve informations également sur Associatech. sur les sites des fédérations représentatives de ces branches, mais on les trouve également où on trouve aussi largement de quoi s'inspirer sur le site du ministère du Travail et sur le site du Premier ministre et du ministère de l'Intérieur. D'accord. Très bien, Brigitte. Alors, on se déconfine. Pour autant, l'activité ne reprend pas forcément. On sait malheureusement que les associations ont été durement impactées par la crise. Certaines ne sont pas prêtes de rouvrir ou de reprendre leurs activités. Ces associations qui ne reprennent pas leurs activités, dont les activités ont été arrêtées pendant 2 mois, sont-elles tenues de rembourser leurs adhérents, Brigitte? Alors, c'est une question délicate et il faut distinguer plusieurs hypothèses. La cotisation que l'on verse à l'association en adhérent. Alors, la cotisation, elle est imposée le cas échéant, ce n'est pas une obligation générale, elle est imposée par les statuts. Cette cotisation, elle est calculée de la même façon pour tous les membres et elle contribue aux charges à financer les charges de fonctionnement de l'association. Dans cette cotisation, il n'y a aucune obligation de la rembourser. C'est la contrepartie du droit moral attaché à la qualité de membre et elle n'est pas liée spécifiquement au service rendu par l'association. Donc, s'agissant de la cotisation statutaire, il n'y a pas d'obligation de remboursement. En revanche, sous le terme de cotisation statutaire, de nombreuses associations fixent le prix de la participation à des activités. Si l'association peut ne pas être considérée comme un professionnel parce qu'elle s'appuie largement et avant tout sur des bénévoles, elle n'a pas d'obligation de remboursement. En revanche, là où la question va davantage se poser, c'est si l'association, par son mode d'organisation, par l'appel régulier à des professionnels rémunérés, par le fait qu'elle va fonctionner comme une entreprise commerciale, eh bien, et si cette cotisation d'activité, je le mets entre guillemets, parce que le terme cotisation n'est pas en réalité exact, nous avons bien affaire là à un prix, et le prix d'une prestation qui n'a pas pu être servie jusqu'au bout. Alors, dans un cas comme celui-ci, il y a lieu de considérer cette notion de prix, et même si le coronavirus crée une situation de force majeure, la force majeure, effectivement, limite l'obligation de servir la prestation pendant la période de confinement en particulier, mais n'empêche pas, si on le peut, de proposer une prestation comparable dès que cela est possible. Donc, si l'association est bien en mesure de proposer, après la période de confinement, une activité dans des conditions comparables, eh bien, elle reprend son activité et il n'y a qu'un décalage dans le temps que l'on reporte à l'échéance de la cotisation. Il n'y a pas d'obligation de remboursement. Autre hypothèse, on ne peut pas proposer la même activité et à ce moment-là, soit on va rembourser pro rata temporis le montant de la cotisation correspondant à l'activité qui n'a pas pu être exercée, soit le gouvernement, dans les cas des ordonnances, a offert la possibilité de donner un avoir à la personne correspondant à ce montant, c'est-à-dire ne pas le rembourser tout de suite, mais donner un avoir qui viendra donc s'imputer sur une prestation future.
Si cet avoir n'est pas utilisé au terme d'une période donnée, à ce moment-là, il y aura remboursement de la cotisation au prorata temporis. Le gouvernement a essayé, dans ces conditions, de donner du temps et de ne pas imposer un remboursement immédiat. Donc, soit on reprend la prestation et puis on décale un petit peu dans le temps pour assumer la prestation jusqu'au bout, soit on fait un avoir utilisable pour une prestation comparable après. Et si dans une certaine période fixée par l'ordonnance, par exemple en matière sportive, c'est 6 mois, en matière culturelle, c'est 1 an. D'accord. On ne peut pas servir la prestation pendant ce délai, ou si la personne n'utilise pas son avoir pendant ce délai, à ce moment-là, il y aura remboursement de la quote-part de cotisation d'activité. Bien, Brigitte, merci. Voilà, Autre je chose, sais pas, un dernier élément? non, je ne sais pas si c'est assez clair. C'est très clair, c'est très clair. Alors du coup, vous avez évoqué le fait que le gouvernement voulait permettre de donner du temps aux associations, qu'elles puissent se retourner. Je crois qu'elle a aussi incité, alors je ne sais plus par quel biais, mais qu'elle a incité les collectivités locales à faire preuve de souplesse. Mais j'ai entendu dire que finalement, on sait que la subvention est une part importante des budgets associatifs, que des collectivités locales avaient demandé aux associations qui avaient perçu des subventions de les rembourser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Brigitte? Alors, il y a effectivement une règle de droit en matière de subvention, c'est qu'une subvention qui n'a pas été utilisée conformément à son objet doit être restituée. Voilà, ça, c'est la règle de base. Le coronavirus, le confinement ont effectivement bloqué de nombreux projets. En particulier, je pense aux festivals, je pense à des manifestations sportives, toutes les manifestations festives que l'on prévoit généralement en fin d'année. Et là, l'activité des associations a été bloquée par l'interdiction de réunions de plus de 10 personnes dans un même lieu, etc. Donc, mais l'organisation de ces manifestations a généralement commencé bien avant. Pour certains festivals prestigieux, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance que les artistes sont retenus et que des acomptes sont versés. Donc, il y a des dépenses qui ont été engagées alors qu'il n'y aura pas ou que les recettes en face n'existeront plus puisque le festival n'a pas lieu. Donc là aussi, une possibilité de report a été prévue, mais ce n'est pas toujours possible. Il n'est pas, quand on s'adresse à des artistes de renommée internationale, ils seront peut-être pas disponibles l'année prochaine, l'été prochain, pour reprogrammer le festival qui a été annulé à ce printemps ou à cet été 2020. Donc, des dépenses ont été engagées et sont perdues. Ce que le gouvernement, par le biais d'une disposition de la loi de finances rectificative et par le biais d'une circulaire du Premier ministre qui est sortie donc ce mois d'avril, début mai, pardon, le gouvernement incite les collectivités publiques d'une façon générale, y compris les collectivités locales, à faire preuve de réalisme et à ne pas réclamer de remboursement de subventions correspondant à des dépenses déjà engagées nécessaires à l'exercice, à la mise en œuvre de la manifestation prévue pour laquelle la subvention a été versée. Donc, néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est un chèque en blanc qu'on a signé au profit des associations subventionnées. Elles vont devoir rendre compte et justifier de toutes les dépenses engagées qui étaient rendues nécessaires
par la manifestation annulée. Et les collectivités publiques sont invitées à contrôler ces dépenses. Et puis, par ailleurs, cela joue très clairement pour des subventions affectées. C'est beaucoup plus compliqué pour des subventions de fonctionnement général de l'association. Et je pense qu'on aura quand même des difficultés, malgré ces consignes du gouvernement de faire preuve de réalisme et de mansuétude. Je pense que nous aurons des difficultés, notamment lorsque l'association ne sera pas en mesure d'apporter un justificatif suffisant de ses dépenses. L'autre difficulté que nous avons, c'est que normalement, en avril-mai, les associations titulaires de conventions pluriannuelles d'objectifs devaient justifier des dépenses engagées au titre de l'exercice précédent. Et c'est sur la base de ce contrôle que la subvention de l'exercice en cours devait être versée. Or, vous le savez, il y a un report de 3 mois de la clôture des comptes et de l'approbation des comptes au cours des assemblées générales. Donc, à ce jour, beaucoup d'associations n'ont pas encore leurs comptes approuvés à présenter aux collectivités publiques. Là aussi, le gouvernement demande qu'il soit fait preuve de mansuétude et qu'on accepte ce report dans la mesure où les associations ne peuvent pas matériellement présenter leurs comptes. Habituellement, le fait de ne pas présenter les justificatifs exigés peut être la cause d'une suspension de la subvention, voire d'un ordre de remboursement de la subvention déjà versée. Là, on demande également aux collectivités publiques de faire preuve de réalisme et de mansuétude. Et de souplesse. Merci Brigitte. Autre élément, la vie démocratique, les instances de gouvernance des associations, je pense notamment aux assemblées générales, dans lesquelles sont mis au vote des mandats. Comment est-ce que ça se passe dans ce cadre très particulier du déconfinement, dans un déconfinement finalement relatif où nous sommes les uns et les autres coincés dans un périmètre de 100 km et pas forcément en mesure d'aller à une assemblée générale qui aurait lieu, par exemple, à 200 km. Comment ça se passe, Brigitte? Alors, là, le gouvernement a pris, dans le cadre d'une ordonnance, des dispositions qui visent, outre à reporter de 3 mois, par exemple, l'approbation des comptes, donc on peut reporter de 3 mois l'Assemblée générale devant approuver les comptes. Ce report de 3 mois, il est automatique et on n'a pas d'autorisation à demander au président du tribunal judiciaire. En revanche, si on veut un délai supplémentaire au-delà du 30 septembre, il faudra saisir d'une demande en ce sens, avec les justificatifs à l'appui, le président du tribunal judiciaire. Dans le cadre de ce report, les mandats des administrateurs dont les mandats venaient à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Donc, il n'y a pas de vacances dans la direction de l'association. Ça, c'est important. En revanche, comment tenir nos AG quand on a limité à 10 le nombre de personnes susceptibles d'être réunies dans un même lieu? Alors là, l'ordonnance a autorisé, quelles que soient les dispositions des statuts, à tenir l'Assemblée générale par visioconférence ou téléconférence à partir du moment où on peut comptabiliser les votes. Et les gens qui participent à l'Assemblée générale par visioconférence ou téléconférence sont décomptés pour le calcul des quorums et des majorités comme des gens présents et ayant voté. Le problème, c'est que comment tient-on une assemblée générale par visioconférence quand l'assemblée générale compte plusieurs centaines de membres?
Et là, il y a eu un loupé dans la rédaction de l'ordonnance. En ce sens que l'ordonnance prévoit le vote par correspondance électronique au niveau des conseils d'administration, mais au niveau des assemblées générales, c'est sous réserve de la loi. Or, la loi de 1901 ne prévoit rien. Alors, on pourrait dire, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Ce n'est pas la position qui est en tout cas exposée sur le site association.gouv.fr. Donc là, on a un réel problème pour les associations qui comptent de nombreux membres parce que la visioconférence ou la téléconférence a ses limites techniques et que le vote par correspondance, s'il n'a pas, et par vote électronique, s'il n'a pas été expressément autorisé par les statuts, eh bien, ne serait pas possible tel que l'ordonnance est rédigée. Alors, on comptait sur un décret du 10 avril qui devait expliciter un peu tout cela. Et le décret du 10 avril n'a rien explicité en ce qui concerne le secteur associatif. Alors, dans de telles conditions, je ne vois qu'une seule hypothèse, c'est saisir le juge pour reporter au-delà du 30 septembre encore, si les mesures de limitation du nombre de personnes susceptibles d'être présentes au cours d'une même réunion ne sont pas levées, c'est saisir le juge pour reporter l'Assemblée générale encore plus loin dans le temps, à une époque où on pourra espérer que le Covid-19 se sera calmé et que les limitations du nombre de participants à une même réunion seront levées. On espère que nous allons sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire qui se transforme en crise économique et sociale. Merci beaucoup, Brigitte, pour ces éclairages précis et précieux. Où peut-on vous retrouver sur le site Associatech ? Alors, pour les questions posées par le biais du site Associatech, c'est le cabinet Alcia Conseil donc, que je dirige qui est chargé de répondre à ces interrogations. Et puis, bien entendu, la partie fiscale du site Associatech qui répond à de nombreuses questions en la matière. Merci beaucoup, Brigitte. Je me tourne maintenant vers Evelyne qui va ouvrir son micro. Voilà. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne Jardin, vous êtes vous aussi docteur, vous êtes titulaire d'un doctorat en économie et sociologie du travail. Il y a du beau monde sur Associatech. Vous êtes maître de conférences associé en infocom à l'université de Paris-Nanterre. Vous êtes ancienne rédactrice en chef d'un magazine associatif à portée nationale. Et vous formez, au-delà de vos responsabilités et de vos enjeux universitaires, des responsables associatifs à la communication web en collaboration avec des acteurs majeurs de l'écosystème associatif. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout bon. Merci Sébastien. Je vous en prie, Evelyne. Alors, on est en crise. On vient de sortir d'une période de confinement pour entrer dans une période de déconfinement. Doit-on communiquer? Que doit-on dire dans cette période si particulière, Evelyne? Alors, la réponse est oui, bien évidemment, à votre question, Sébastien. Mais j'ose espérer que les associations n'ont pas attendu le déconfinement pour communiquer. Rester dans le silence, c'est quelque chose qui est très mortifère et qui peut être aussi source d'angoisse. Heureusement, de très nombreuses associations ont été actives pendant le confinement. Certaines ont envoyé des courriels, d'autres des lettres d'information. Elles ont pu publier aussi des articles sur le site de l'association ou des posts sur les réseaux sociaux, voire aussi passer des coups de fil, je dirais à leur cercle le plus proche. Et donc, Evelyne, parmi les bonnes pratiques que vous avez repérées, l'une d'entre elles vous a un petit peu tapé dans l'œil et vous aimeriez partager
cette campagne avec nous dans le cadre de cette webconférence. De quoi s'agit-il? Oui, j'aimerais parler de la campagne qui a été lancée par l'URIOPS. Donc, l'URIOPS, c'est une organisation qui rassemble les associations des secteurs sanitaires, social et médico-social. Et en fait, l'antenne Hauts-de-France de l'URIOPS a lancé une campagne qui s'appelle Merci aux associations. En fait, cette campagne, elle consistait en quoi? Elle consiste à se prendre en selfie. Donc, vous, Sébastien, moi, Brigitte, Mathilde, enfin voilà, et tout le public qui nous regarde à l'heure actuelle peut se prendre en selfie avec une petite feuille A4 avec marqué dessus Merci aux associations. Donc, cette campagne, elle vise à valoriser tout le travail qui a été effectué pendant ces 2 mois de confinement par des personnels, des travailleurs sociaux, médico-sociaux, qui ont été aussi très investis auprès de populations fragiles pendant ces 2 mois et dont on a très, très peu entendu parler puisque les médias étaient focalisés sur l'investissement des personnels soignants et c'est parfaitement légitime. Ok, Donc, ok. c'est une campagne qui m'a en effet que j'ai retenue dans ces 2 mois de confinement. Et qui fonctionne bien et qui a sans doute été élaboré, parce que l'UNIOPS et puis l'URIOPS, ce sont des très grands réseaux médico-sociaux qui ont sans doute des moyens en communication assez importants et donc des communicants qui peuvent en amont penser ce type de campagne. Mais si on ne dispose pas d'un service de communication comme celui-là, quelles sont à minima les informations que l'on doit publier sur le site pour conserver un lien précieux avec les parties prenantes? Alors, j'aimerais rebondir aussi sur l'intervention de Brigitte, qui a bien dit aux associations qu'il faut dire ce qui a été fait pendant le confinement et maintenant avec cette nouvelle période de déconfinement, parce qu'il va falloir rendre des comptes auprès des organismes financeurs. Hein. Donc là, la communication va pour moi être aussi au cœur de l'association. Il faut être en capacité de montrer ce que l'on a fait. Donc c'est peut-être aussi le moment ou jamais de faire un bilan sur ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Alors, j'ai plusieurs propositions, j'ai 3 propositions en fait très concrètes à faire aux associations. Par exemple, on peut très bien créer une infographie en réunissant quelques chiffres clés. Par exemple, vous avez soutenu 300 élèves en difficulté scolaire parce que le soutien scolaire a perduré pendant les 2 mois de confinement. Hein, il y a des associations qui se sont investies avec des outils de visio, par exemple, hein, je dirais en one-to-one de type Skype, WhatsApp, etc. Hein. On peut aussi dire que voilà, on a distribué X paniers repas ou X ordinateurs. Des associations sportives, certaines ont pu continuer des activités en ligne. Donc, on peut aussi très bien dire, eh ben, voilà, on a animé X cours en ligne et puis on a mobilisé tant de bénévoles dont un certain nombre sont peut-être des nouveaux bénévoles puisque les jeunes se sont fortement mobilisés. Et donc, on a pu constater qu'il y a aussi un renouvellement du bénévolat pendant cette période de confinement. Donc ça, c'était un premier exemple, les infographies de type chiffres clés. Donc, deuxième proposition, donner à voir vos usagers ou vos bénévoles en action. Ils sont peut-être en train de faire ou ils ont fait du yoga chez eux voilà, pendant ces 2 mois de confinement. Certains ont livré des paniers repas à vélo. Demandez-leur de prendre des selfies ou des photos ou faites des captures d'écran. Et à partir de ce matériel, vous pouvez très bien constituer des petites mosaïques hein, de photos. Alors attention, hein, il faut veiller au droit à l'image.
êtes-vous sûr que les personnes figurant sur les photos ont bien signé des autorisations? Si vous n'êtes pas très au clair avec ces questions de droit à l'image, faites un petit tour sur le site d'Associatech. Vous tapez dans le moteur de recherche interne droit à l'image et vous verrez qu'on a déjà écrit pas mal d'articles sur ce sujet. Troisième proposition sur quoi communiquer maintenant, pendant cette période de déconfinement, eh bien, on peut aussi valoriser l'humain, et pas uniquement sous une forme visuelle, mais vraiment leur donnant la parole. Donc, vous pouvez mettre, je dirais de la façon la plus simple possible, c'est faire des très courtes citations, par exemple. Demander à vos usagers, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé ou comment avez-vous vécu aussi votre confinement, voilà, et on fait des courtes citations qu'on met en forme de façon un peu jolie, en respectant le charte graphique. Je monte d'un cran. On peut aussi créer des petites interviews, donc petites interviews écrites. Et je monte d'un cran. On peut imaginer des podcasts ou des portraits vidéo. J'ai bien aimé, j'ai un autre exemple aussi dont je peux vous parler, que j'avais aussi repéré pendant le confinement. Il y a sur le site qui s'appelle Activateur de progrès. Donc, si vous tapez dans votre moteur de recherche favori Activateur de progrès, vous trouverez des personnes en situation de handicap qui ont partagé leur expérience de vie professionnelle pendant le confinement. Et donc, voilà, vous verrez ces petites interviews qui sont bien faites de ces personnes. Donc, si je devais résumer, mon conseil, c'est il faut absolument communiquer et il faut essayer de varier son type de communication. Donc, avec des visuels, des vidéos, des podcasts, si on peut. Voilà. Si vous avez les ressources aussi en interne pour le faire. Merci Evelyne. Merci Evelyne. Alors on est sur du contenu assez multimédia, hein. On a évoqué les podcasts, les vidéos, mais vous avez une intuition aussi qui serait peut-être celle de réinvestir un territoire un peu délaissé dernièrement, un territoire de communication qui est celui du print, des supports imprimés. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette intuition, Evelyne? Oui, alors, je dirais que, pour moi, il y a deux raisons fortes pour lesquelles il faut revenir sur le print, alors que moi, je suis une grande adepte du web, donc je ne prêche pas pour ma paroisse. Première raison, on a misé uniquement sur des canaux numériques pendant tout le confinement. On n'avait pas le choix, à vrai dire. Mais tous les publics ne sont pas à l'aise avec ce type de canal de communication. On a des publics qui, par exemple, ne sont ni équipés d'ordinateur, ni d'Internet à la maison. Il ne faut pas l'oublier, ça existe. Donc, le fait de ne communiquer uniquement que par Internet, c'est une façon de les exclure, clairement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que même ceux qui sont habitués et qui l'ont fait, je dirais, à longueur de journée pendant le confinement, pour des raisons professionnelles ou familiales, donc sont restés scotchés devant leurs écrans, eh ben, j'avoue qu'on peut-être qu'on commence aussi à être saturé de nos écrans et qu'on aimerait bien s'en décoller. Donc, le moment est en effet absolument venu de recréer des supports de communication imprimés parce qu'on va pouvoir les poster. Déjà, le système postal va quand même mieux refonctionner que pendant le confinement. Et puis parce qu'on va pouvoir aussi les mettre à disposition dans des points d'accès qui commencent aussi à réouvrir. Et donc, je dirais que c'est l'occasion vraiment rêvée de recommencer à privilégier le support print. Et puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais on a les maisons d'impression qui vont réouvrir aussi, donc relancer leurs activités. J'ai envie de rebondir aussi sur ce qu'a dit Brigitte par rapport
aux chartes, à la charte, quels conseils de mettre en place sur les consignes de sécurité. Et bien voilà typiquement quelque chose, un support qui peut devenir un support de communication avec une infographie un peu jolie. Et puis la charte, elle peut être aussi mise au goût du jour de la charte graphique, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et donc, on peut envoyer comme ça une belle charte de sécurité. On peut aussi l'afficher dans les locaux de l'association qui réouvre. Merci beaucoup, Evelyne, pour ces conseils et éclairages. Où est-ce qu'on vous trouve, Evelyne, sur le site Associatech? Alors, merci à vous. Tout d'abord, merci à vous. Merci à Associatech de m'avoir proposé de participer à cette deuxième webconférence 100% experte. J'ai envie quand même aussi de le dire parce que j'ai vu beaucoup d'experts masculins s'exprimer pendant le confinement et c'est vrai que ça m'a un peu agacée. Donc, voilà. Donc, où est-ce qu'on peut me trouver? Je réponds à votre question. Et on peut me trouver très facilement en naviguant sur le site, en tapant sur la rubrique qui s'appelle Guide pratique, puis la rubrique communication. Et vous découvrirez de nombreux articles sur ce sujet. Merci beaucoup, Evelyne. Et c'est vrai, je suis bien entouré, j'ai beaucoup de chance. Je me tourne à présent vers Mathilde Cuchet-Chausselet. Bonjour Mathilde. Bonjour Sébastien. Mathilde, vous êtes diplômée de l'IEP de Lille et vous êtes spécialisée en solidarité internationale. Vous avez effectué toute votre carrière au sein du secteur associatif. Vous avez débuté en tant que chargée de communication et de développement au sein du réseau Médicaments et Développement, puis vous avez collaboré auprès de la Direction générale de la Croix-Rouge française. Vous avez rejoint ensuite le comité de la Charte du don en confiance en 2011 en tant que chargée de mission et vous êtes devenue déléguée déontologie. C'est bien ça? Tout à fait. Très bien, Mathilde. Alors, vous avez évoqué lors de nos entretiens préparatoires le fait que finalement, à l'aune de cette crise, il y avait effectivement un besoin grandissant des associations qui étaient en première ligne de la crise sanitaire et de la crise sociale et que des escrocs en profitaient pour organiser des collectes qu'on qualifiera de frauduleuses. Est-ce que vous avez des éléments à nous donner par rapport à ça? Oui, oui. Alors après, pour les recenser, c'est très compliqué parce que une collecte qui est organisée à des fins frauduleuses, c'est très difficile de la tracer en fait. On a surtout depuis l'année dernière, au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a assisté à une explosion des cagnottes individuelles, c'est-à-dire des cagnottes organisées par les particuliers, et c'est plus seulement pour anniversaire, mariage, voilà, c'est pour a priori reverser à une association ou une fondation qui fait appel aux dons. Alors, il y a 2 cas de figure, soit le particulier est sur une plateforme qui est dédiée aux particuliers, et dans ce cadre-là, il n'y a aucune garantie, malgré tous les garde-fous qui peuvent être placés par la plateforme, il n'y a aucune garantie que le particulier, une fois qu'il aura empoché l'argent collecté auprès d'autres personnes, va le reverser auprès de l'association ou de la fondation. C'est pas sécurisé. Et il y a un autre cas qui sont les plateformes qui proposent en fait des outils de cagnotte en fait pour les associations et les fondations. Et dans ce cadre-là, ça permet aux particuliers d'organiser une collecte sur une plateforme qui est reliée directement à une association ou une fondation, et que du coup, les montants soient versés directement. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile à quantifier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des montants très, très importants de collecte de particuliers. J'ai entendu, par exemple, la directrice générale de Litchi donner des chiffres la semaine dernière. Elle fait état de 12 millions d'euros versés sur des cagnottes dans le cadre de la crise sanitaire, tout genre confondu. Pour vous donner une idée. D'accord. Donc, il faut bien distinguer dans ce cadre-là, c'est ce que vous m'aviez expliqué l'autre jour, à la fois cagnotte et plateforme de crowdfunding. Ce sont 2 choses différentes. Exactement. Donc, pour les plateformes de crowdfunding, il est possible pour les associations et les fondations de se mettre en lien avec une plateforme qui a pignon sur rue. Il y en a quelques-unes en plus dédiées au secteur associatif. Il y en a d'autres plus généralistes, mais qui font aussi cette prestation. Parfois, c'est pour des coûts très modiques pour les organisations.
Pour celles qui ont plus de moyens, c'est possible d'implémenter une plateforme sur son propre site internet et de proposer à ses donateurs, aux donateurs, un outil de cagnotte dédié, là pour le coup contrôlé directement par l'organisation. D'accord. Dans ce contexte où les modalités de collecte sont plurielles, dans un contexte aussi où certains escrocs, disons le mot, hein, profitent de la crise pour collecter de l'argent à leur propre profit, quels conseils peut-on donner aux associations aujourd'hui pour collecter dans un cadre de confiance, je dirais? Oui, alors les quelques conseils qu'on peut donner pour pouvoir rassurer ces donateurs, c'est en premier lieu, et ça c'est très important, c'est de clairement afficher la cause qu'on défend. C'est pas évident, et on l'a vu là dans le cadre de la crise sanitaire, de s'y retrouver parmi les organisations qui agissent plus ou moins directement sur la crise sanitaire, si c'est ça qu'on veut pour la cause pour laquelle on veut donner, ou sur une autre cause, une cause différente. Et dans ce cadre-là, c'est important, dans ce contexte-là, de bien préciser à ces donateurs pourquoi on fait la collecte. Et si c'est pour une organisation qui collecte pas qui n'agit pas directement pour la crise ou indirectement pour la crise, mais qui souhaite mobiliser ses donateurs pour pouvoir assurer elle ses ressources et pouvoir continuer son action qui est un peu différente de ce qui se passe en ce moment, il faut qu'elle en informe ses donateurs. Et on a vu des associations, des fondations alerter ses donateurs pour pouvoir continuer à collecter et maintenir les activités habituelles. Le deuxième conseil, c'est de rendre quelques informations très accessibles. Alors, ça a été dit là tout de suite par Evelyne. On a passé beaucoup de temps sur les écrans pendant la crise, pendant le confinement, et donc c'est vraiment l'occasion de vérifier quelques petites choses, enfin de donner en tout cas matière à ces donateurs de vérifier quelques petites choses avant de faire son don. Donc nous, on recommande de pouvoir publier sur le site de l'organisation tout simplement de manière assez claire ses missions, son projet, et aussi de préciser, parce que ça c'est aussi assez important et ça peut donner lieu à des malentendus pour les donateurs, de préciser si on est un organisme redistributeur ou opérateur ou les deux. Ça, c'est important. C'est important de préciser aussi qui dirige l'organisation, tout simplement de mettre en ligne la liste de son conseil d'administration, de décrire rapidement comment on fonctionne, la structure juridique évidemment, de façon à pouvoir se présenter comme une structure qui a pignon sur rue, on peut dire ça sur Internet aussi, je pense, et rassurer, puisqu'on sait qu'on a fait des études là-dessus au niveau du don en confiance, on sait que ce qui inspire le doute en premier lieu pour les gens qui hésitent à donner ou qui ne donnent pas, c'est d'être méfiant par rapport aux intentions des dirigeants des organisations. Ils sont un peu de défiance vis-à-vis d'une potentielle malhonnêteté. Voilà. L'autre chose qui est importante de mentionner, de mettre en avant, c'est les contrôles qu'on peut avoir. Il y a des organisations qui sont contrôlées, pour les plus importantes, par la Cour des comptes, l'IGAS, mais aussi ça peut être d'autres contrôles aussi à moindre échelle. Ça peut être aussi le contrôle tout simplement du commissaire aux comptes. C'est important. Le contrôle, ça rassure les donateurs. C'est le premier levier de la confiance. C'est important de mettre ça en avant. Bien sûr, si c'est une organisation qui a un label ou plusieurs labels, par exemple le label don en confiance, c'est important aussi de le mentionner, ça rassure également. Et la dernière chose qui est importante de mettre à disposition des donateurs, c'est un rapport d'activité. On en a parlé, là, Evelyne l'a évoqué, sur ce qui a été fait, par exemple, pendant la crise sanitaire. C'est important de communiquer sur ces actions et de donner également quelques informations financières, de montrer qu'on est transparent, qu'on a, entre guillemets, rien à cacher. Très important pour les donateurs. Même s'ils ne vont pas consulter les documents, de savoir qu'ils existent, ça rassure un maximum. Voilà. Que les documents existent, qu'ils sont accessibles. On Oui. peut évoquer aussi la gouvernance, les personnes qui sont à la tête de l'association, les présidents, le bureau, le conseil d'administration. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant aussi sur le site internet. Comme je le disais, il y a une défiance vis-à-vis de l'honnêteté des dirigeants qui peut être liée un peu à l'histoire aussi du monde associatif, ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, mais
qui est toujours là, qui est latent pour les donateurs, et donc voilà, de montrer qui est derrière, en fait, on peut dire derrière une organisation, ça rassure indéniablement les donateurs, ça c'est sûr. Ce qui est important aussi, c'est de bien répondre aux donateurs, de faciliter le contact. Bon, là, pendant le confinement, c'était surtout par les réseaux sociaux ou par mail, mais c'est important de vraiment répondre aux questions des donateurs. Un autre conseil, c'est de rendre compte. Ça a été évoqué aussi avant, c'est important de rendre compte aux bailleurs, c'est important de rendre compte aussi aux donateurs. Et il y a des organisations qui ont commencé à faire des mini-comptes rendus de l'utilisation de l'argent collecté pour leurs donateurs. Ça peut être quelque chose de très très simple, avec quelques chiffres et qui est envoyé aux donateurs. C'est important aussi par rapport à la collecte sur Internet de rassurer les donateurs afin d'indiquer que la collecte est sécurisée. Donc, on a parlé avant des plateformes de crowdfunding, donc je ne reviens pas dessus, mais ça rejoint ces éléments-là. C'est important aussi d'être vigilant pour les collectes organisées par un tiers, et donc ça rejoint la problématique des cagnottes. Et c'est vrai que quand on constate qu'une cagnotte a été organisée par un particulier pour son organisation, c'est important de se mettre en relation avec la plateforme pour envisager les modalités du reversement. Donc, il faut mettre en place une petite veille pour les organisations qui sont très médiatisées. Ça peut être un peu fastidieux, mais c'est important de mettre en place une veille. Ça permet de lutter justement contre les cagnottes frauduleuses dont je parlais. Et là, on a assisté pendant la crise à plusieurs organisations qui ont constaté justement des initiatives qui avaient été organisées en leur nom et pour autant n'ont jamais reçu aucun fonds à la suite. Donc, c'est important de mener cette veille-là et de bien maîtriser sa collecte et sa communication. Ça, c'est très important, encore plus en temps de crise. C'est déjà important habituellement, mais c'est important de tout maîtriser, y compris son logo, etc. Parce que c'est très facile, hein, évidemment, de prendre un logo et puis d'organiser une collecte pour une organisation, quelle qu'elle soit. Et le dernier conseil, et ça c'est aussi important, c'est quand on constate une escroquerie, c'est d'envoyer quand même une mise en demeure pour permettre d'arrêter l'opération. Et si l'opération continue, de porter plainte et surtout de diffuser un message à ses donateurs et sur ses différents réseaux pour alerter de l'escroquerie. Parce que ça, vraiment, pendant la crise sanitaire, j'ai pas de chiffres à communiquer, mais en tout cas, on a eu un retour au niveau du don en confiance très important sur ce genre d'initiative. Et voilà. Ok, merci Mathilde. Donc, on a bien compris, hein, pour se prémunir des collectes frauduleuses la veille et puis la veille. Comment fait-on la veille? Est-ce que vous avez 2-3 conseils, 2-3 petits trucs à nous donner? C'est quoi? Non, c'est des choses qu'on met en place habituellement pour surveiller un peu ce qui se passe sur son organisation. Comme je viens de le dire, la maîtrise de sa communication, de son image, elle est importante. Hors crise, c'est important, voilà. Et donc, mettre en place, par exemple, des mots-clés sur Google. Nous, c'est comme ça souvent qu'on repère les initiatives frauduleuses. C'est tout simple et ça coûte rien. Et ça permet de voir ce qui est utilisé. Après, c'est si on a des équipes qui le permettent, c'est de faire vraiment une veille aussi sur les réseaux sociaux par mots-clés, faire des recherches par mots-clés. Et en général, on arrive à tomber sur ces initiatives-là. Voilà, quelque chose de tout simple qui peut être mis en place. Voilà. Merci beaucoup Mathilde pour ces conseils qu'on retrouve dans la boîte à outils et les avis d'experts sur le site Associatech. Merci infiniment à toutes les trois expertes de vous être livrées à cet exercice de la webconférence pour cette deuxième édition. Je passe à présent la parole à Laurence qui va déverrouiller son micro et qui va conclure cette séquence. Laurence, c'est à vous. Oui, merci Sébastien de sa parole. Encore un grand merci à nos 3 expertes pour leurs réponses et précieux conseils avisés, et également à nos très nombreux internautes qui avaient répondu déjà présents à la première. Et si vous voulez aller plus loin sur les différents sujets problématiques actuels, rendez-vous sur notre page spéciale Covid-19 sur Associatech, qui est mise à jour régulièrement. Vous y retrouverez tous les conseils de nos experts qui sont en lien avec les problématiques des associations, les ressources et les principales mesures dédiées aux associations en cette période. Donc, je vous dis à très bientôt sur Associatech. Prenez soin de vous.
Merci beaucoup, Laurence. Merci aussi, Martine, du site associatech.fr. Merci, Brigitte Lavagnier. Merci, Evelyne Jardin. Merci, Mathilde Cuchet-Chausseler, pour vos précieux conseils et votre éclairage là-dessus. Et je vous dis à bientôt sur Associatech, évidemment.